elle suit la physiologie cardiovasculaire, bien sûr, parce que vous savez que le sang, il circule dans les vaisseaux sanguins, il transporte l'oxygène, il transporte le CO2. Donc, c'est lié. Donc, l'appareil respiratoire, donc, il est lié à l'appareil cardiovasculaire. Donc, l'appareil respiratoire, en quelque sorte, vous pouvez dire que c'est une pompe respiratoire. Donc, c'est comme les pompes qu'on utilise. Donc, ça ramène, donc, c'est-à-dire on dilate, ça aspire de l'air et on rétrécit et ça dégage du l'air. Donc, voilà. Donc, vous avez en quelque sorte un appareil qui ramène de l'oxygène vers le sang et aussi cet appareil expulse un déchet gazeux qui est le CO2. En fait, ce gaz, donc c'est ce qu'on appelle une respiration externe. Cette respiration externe, donc c'est un échange d'air, de gaz, de CO2, d'oxygène avec l'air ambiant, l'air extérieur. Mais bien sûr, cet oxygène qui rentre dans le sang, il va être véhiculé. Donc, alors regardez bien ce mot, il va être transporté par convection, donc dans le sang vers les cellules. Alors, convection, ce terme, il désigne donc il désigne un transport par un fluide. Alors, un fluide, que ce soit un gaz ou un liquide. Donc, par exemple, le chauffage central, vous avez la chaleur qui est transportée par l'eau, par convection. D'accord? Donc ici, par exemple, dans l'appareil respiratoire, vous avez lors de l'inspiration, donc l'air entre, donc l'oxygène est transporté par convection, donc il est transporté par l'air. Une fois arrivé aux alvéoles pulmonaires, donc l'oxygène il diffuse dans le sang, il est transporté par le sang, qui est un liquide, dans les cellules, donc par convection aussi. Voilà. Donc, et bien sûr, l'oxygène, donc on l'a dit, une respiration extérieure, externe. Le but, c'est l'objectif de cette respiration externe, c'est la respiration interne. Interne, elle se passe où? Dans les mitochondries. Donc, vous vous rappelez bien, donc, au niveau de la mitochondrie, vous allez avoir la production de l'ATP. Et la production de l'ATP nécessite de l'oxygène. Vous souvenez-vous de donc, la chaîne, la phosphorylation oxydative, d'accord? Donc, où l'accepteur dernier, c'est l'oxygène, donc pour bien sûr la formation de l'eau, etc. Et bien sûr, il y a la production de l'ATP. Si on arrête l'oxygène, il n'y en a plus de production d'ATP, donc c'est la mort cellulaire. Alors, donc, il faut savoir une chose aussi. Donc ici, l'homme possède environ 300 à 400 millions d'alvéoles, c'est énorme. Donc les poumons, vous avez des poumons et vous avez à l'intérieur des alvéoles, on peut dire ce sont des sacs d'air, donc formés uniquement d'une seule couche de cellules, donc les pneumocytes de type 1. Donc c'est à travers cette couche cellulaire, uniquement une cellule, que les gaz diffusent, donc l'oxygène des alvéoles vers le sang et le CO2 du sang vers les alvéoles. Et vous avez un nombre très important. Alors, vous avez à peu près environ 100 mètres carrés, la surface de tous ces alvéoles. 100 mètres carrés, c'est énorme, c'est un grand appartement, d'accord? Ou un stade de tennis. D'accord, c'est énorme, là, cette surface d'échange qui existe. Et ça, c'est, bon, bien sûr, capter le maximum d'oxygène. Donc, le corps, il n'aura pas besoin, et il n'aura pas un déficit d'air, d'oxygène. Et aussi, il ne faut pas oublier également, donc, se débarrasser du CO2 aussi, qui est produit par l'organisme. Alors, le CO2, donc, voilà. Donc, ici, regardez ce schéma. Bon,
Maintenant, on va prendre le deuxième titre, la mécanique ventilatoire. Alors, la mécanique ventilatoire, donc, c'est l'étude donc, des systèmes mécaniques respiratoires et aussi des pressions, le jeu des pressions à ce niveau. Donc, vous avez tout d'abord le système mécanique respiratoire, ça, c'est pas un problème. Vous avez fait ça en histoire, en anatomie. Donc, vous avez les voies aériennes ramifiées, donc sans tarder, donc vous le lisez. Donc, vous avez les poumons, la cage thoracique. Donc, la cage thoracique, elle est constituée de deux parties. Donc, vous avez l'os et le cartilage, donc la structure qui est rigide, et vous avez également la structure active qui est, donc dans notre corps, c'est très très important, donc, qui est représentée par les muscles respiratoires. Voilà. Donc, les muscles respiratoires. Alors, vous voyez le schéma, regardez. Donc, là, vous avez donc, les ramifications. À la fin, vous avez ces sacs alvéolaires. Voilà. Et ça, c'est très important. Regardez bien. Donc, la cage thoracique, elle est collée au poumon par donc, ce qu'on appelle la plèvre. Donc, ça, c'est très important dans notre cours. Donc, la plèvre. Donc, ici, vous avez donc, un espace à l'intérieur, la cavité pleurale. Et on va voir tout à l'heure, elle sert à quoi. Ça, c'est une. Donc, les pressions. Donc, il faut savoir une chose concernant les pressions. Donc, l'air, dans l'air extérieur aussi, dans n'importe quel air, toujours se déplace donc d'une zone de haute pression vers une zone à faible pression. Donc, ici, dans l'appareil respiratoire, nous avons donc trois importantes pressions qui sont mises en jeu. Donc, la première, c'est la pression barométrique, qui est la pression extérieure. On l'appelle aussi la pression atmosphérique extérieure. Donc, la pression atmosphérique, on va la calculer 760 mmHg. Donc, mmHg, donc ici, c'est une pression au bord de la mer. Attention, bien sûr, cette pression, elle augmente avec elle diminue, pardon, en altitude. Vous avez la pression pulmonaire, alvéolaire. Bon, c'est la pression qui règne dans les alvéoles. Alors, à l'état de repos, quand vous n'inspirez pas et n'expirez pas, la pression alvéolaire est égale à la pression atmosphérique. Donc, vous avez, quand on n'inspire pas, on n'expire pas, à l'état de repos. Mais quand on inspire, donc logiquement, quand on inspire, on gonfle les poumons, donc l'espace alvéolaire augmente, et quand ça augmente, la pression chute. Bien sûr, parce qu'il y a de l'air à l'intérieur et le volume augmente. Si le volume augmente, le volume, c'est-à-dire l'espace là où se trouve l'air augmente, la pression, elle va chuter. Donc, quand on inspire, donc la pression à l'intérieur des poumons diminue, donc elle devient inférieure à la pression atmosphérique et l'air passe de l'extérieur de l'atmosphère vers l'intérieur, de haute pression vers une zone à basse pression. Maintenant, c'est le contraire. Quand il y a expiration, donc on comprime, donc il y a les poumons qui sont comprimés, donc le volume alvéolaire va devenir inférieur, faible, petit, et là, ça compresse à l'intérieur l'air, et donc la pression à l'intérieur des alvéoles augmente, elle va devenir supérieure à la pression donc atmosphérique, et dans ce cas-là, l'air passe d'un milieu plus, c'est-à-dire où la pression est plus élevée, donc de l'intérieur des poumons vers l'extérieur, donc c'est l'expiration. Donc ici, donc vous voyez bien l'inspiration et l'expiration, ce n'est qu'un passage donc de l'air d'une région à haute pression vers une faible pression. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait cette différence? Donc c'est le travail de la cage thoracique, donc comprimée ou donc étendre.
comprimer, la pression augmente alvéolaire. Donc, élargir, donc relâcher, donc la pression donc, augmente. Pardon, la pression à l'intérieur diminue. Alors, maintenant, vous avez un tableau qui est important ici. Regardez bien au repos. Alors, au repos, la pression alvéolaire est égale à la pression atmosphérique. L'inspiration, regardez, la pression alvéolaire diminue par rapport à la pression atmosphérique. Et pendant l'expiration, la pression alvéolaire augmente par rapport à la pression atmosphérique. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et maintenant, la troisième pression qui est importante ici, c'est la pression pleurale, celle qui se trouve au niveau de la cavité pleurale. Alors, cette pression, elle est toujours, on dit d'elle, toujours négative. Pourquoi elle est toujours négative? Parce que quel que soit l'état de repos, d'inspiration ou d'expiration, elle sera toujours inférieure aux autres pressions. Par exemple, le repos, regardez, la pression alvéolaire et atmosphérique les mêmes, et là, vous avez une pression qui est négative, c'est-à-dire inférieure aux autres. La même chose pendant l'inspiration, elle est inférieure aux deux autres. À l'expiration, elle est inférieure aussi aux deux autres. Vous voyez? Donc, cette pression, elle est très importante. On va voir après le cours pourquoi elle est, en fait, le fait qu'elle est négative, c'est très important. C'est même physiologiquement, c'est-à-dire c'est très important. Alors, donc, le moteur de la ventilation, donc des échanges gazeux entre les alvéoles et l'air ambiant, est constitué par la différence de pression qui existe entre ces deux milieux. Donc, on dit lors de l'inspiration, l'inspiration est un phénomène actif. Pourquoi on l'appelle actif? Parce que ça nécessite une stimulation, et donc une stimulation nerveuse. Donc, les muscles inspiratoires, donc lors de l'inspiration, les muscles qui interviennent, qui se contractent, d'accord, donc ils sont innervés. Voilà. Donc la pression dans les alvéoles, pression alvéolaire est égale à la pression intrapulmonaire. Alors, lors de l'inspiration, elle doit être inférieure à la pression barométrique de l'air environnant. On l'a dit tout à l'heure. Lors de l'expiration au repos, attention, l'expiration au repos, c'est un phénomène passif. Donc, ça ne nécessite pas une innervation donc, de ces muscles. Ce n'est qu'un relâchement du phénomène actif de l'inspiration. Donc, ici, il y a eu, lors de l'inspiration, attention ici, si on parle ici d'inspiration normale, au repos, lors de l'inspiration, donc il y a activation, donc contraction des muscles. Lors de l'expiration au repos, c'est un relâchement des muscles qui ont été contractés. Donc c'est pourquoi on l'appelle phénomène passif. Alors aussi même que les poumons. Également, les poumons reviennent à leur état parce qu'ici, l'inspiration, les poumons ont été étirés. Donc, lors de l'expiration, les poumons reviennent à leur état initial. Donc, c'est un relâchement, donc ça ne nécessite pas une innervation. Alors, lors de l'expiration, donc le phénomène qui se produit, c'est l'inverse de l'inspiration, c'est que donc, la pression à l'intérieur va augmenter. Donc, et il va y avoir passage d'air des poumons vers le milieu extérieur. Relation entre la pression et le volume est définie par la loi de Boyle-Mariotte. Ici, vous avez le schéma. Ici, regardez. Normal, ça, c'est alvéole. Et à l'extérieur, c'est la pression atmosphérique. Donc ici, la pression alvéolaire est égale à la pression atmosphérique. Maintenant, quand il y a le volume ici qui augmente, le volume. Regardez, quand le volume augmente, l'air va passer. Donc ici, la pression à l'intérieur va devenir faible par rapport à la pression atmosphérique. Donc, c'est ce qui provoque le passage d'air. La même chose, donc ici, regardez, l'air, ici, il y a une compression, donc la pression augmente et donc ça provoque une expiration, donc passage d'air
vers l'extérieur. Maintenant, on va voir un petit peu les mécanismes intervenant au cours de l'inspiration. On a dit que c'est un processus actif. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une contraction des muscles respiratoires. Le muscle le plus important de l'inspiration, c'est le diaphragme. Le diaphragme est très important. Alors, sa contraction, alors quand il se contracte, il s'aplatit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est vers le bas. Donc, ce dernier est un muscle membranaire, voilà, il permet à lui seul la mobilisation de 75% de l'air aspiré. Donc, c'est le plus important. En fait, quand il se contracte, il s'abaisse, il tire les poumons dans le sens vertical, vers le bas. Voilà, il peut s'abaisser donc à l'état dans la contraction dite de repos, c'est-à-dire une inspiration de repos. Inspiration normale, sans faire beaucoup d'efforts. Donc, il s'abaisse d'environ 2 centimètres. Mais l'inspiration, donc elle peut être forcée, on inspire beaucoup. Alors, il peut s'abaisser à 10 centimètres. Donc, c'est beaucoup. Il permet l'augmentation du volume de la cage thoracique, surtout dans le sens vertical. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, on a dit 75%, il manque 25%. Alors, 25% sont bien sûr dus à l'augmentation du diamètre, du volume de la cage thoracique dans le sens latéral, donc latéral, comme ça, latéral, et antéro-postérieur, de l'avant vers le derrière, latéral, donc horizontalement. De la cage thoracique par contraction des muscles intercostaux externes. Ces muscles mobilisent 25% de l'air respiré. Donc, ces muscles qu'on trouve au niveau des côtes, etc. D'accord? Le soulèvement et l'élargissement de la cage thoracique par d'autres muscles dits accessoires. En fait, là, jusqu'à présent, on parle de l'inspiration et l'expiration. Donc, l'inspiration repos. Maintenant, quand on force, donc l'inspiration au repos, vous avez le diaphragme et aussi donc les muscles intercostaux externes. Mais vous avez d'autres muscles qui peuvent intervenir lors de l'inspiration forcée, quand on force, quand on gonfle les poumons, enfin la cage thoracique au maximum. Donc vous avez par exemple les muscles sternocléidomastoïdiens, qui soulèvent le sternum, les scalènes. Alors le scalène, c'est un petit peu controversé, il y a certains qui les mettent dans l'inspiration, bon, c'est pas méchant, ça dépend voilà, des écoles. Nous, on va les mettre ici qui soulèvent les deux côtes supérieures, les muscles petits pectoraux qui soulèvent, etc., les autres côtes. Vous voyez, donc ça, ces muscles, ils interviennent dans l'inspiration forcée. C'est quand on force. Maintenant, pour l'expiration. Alors, lors de l'expiration repos, c'est un processus passif. Le rétrécissement des poumons, mouvement passif dû à l'élasticité propre de ces organes, mais surtout également en surfactant. Donc ici, l'expiration, c'est un relâchement des muscles inspiratoires. D'accord? Et les muscles inspiratoires, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont étiré les poumons. Et quand il y a un relâchement de ces muscles, les poumons qui ont été étirés vont se relâcher, vont reprendre leur volume initial. Mais comment les poumons, déjà, ils ont été étirés, après ils reprennent? Parce que le parenchyme pulmonaire, il est de nature élastique. D'accord? Donc, il reprend sa forme facilement. Mais également, vous avez euh, donc, euh, la, la- la tension superficielle aussi. Donc, également, surfactant aussi. Donc, on va le voir après. Donc, il y a une force dans les alvéoles qui fait que, donc, ils ne vont pas euh, il y a un phénomène dans les alvéoles, ils ne peuvent pas c'est-à-dire, ils s'étirent, ils reviennent à leur état initial et aussi ils ne disparaissent pas. C'est-à-dire les petits alvéoles ne peuvent pas, on a dit c'est des sacs d'air, donc ils ne peuvent pas se rétrécir
ou disparaître. Beaucoup, beaucoup, ou disparaître. Voilà. Donc là, vous allez retenir une élasticité, d'accord? Élasticité de toutes les structures pulmonaires. Alors, maintenant, maintenant, vous avez une expiration forcée. Ça, on parle d'expiration au repos, donc c'est un phénomène passif. Mais lors de l'expiration forcée, là, les poumons vont être rétrécis un peu plus. Donc, comment? Donc, la première des choses, c'est ils vont être rétrécis du côté du bas, c'est-à-dire vertical, du côté là où il y a le diaphragme. Bien sûr, ce n'est pas le diaphragme lui-même qui a réagi, parce que le diaphragme, quand il se contracte, il va vers le bas, donc il n'intervient pas dans l'expiration, mais les parois, les muscles de la paroi abdominale, le sangle abdominal. Donc, quand ça c'est contracté, donc il pousse le diaphragme vers le haut. Donc, ça comprime donc, les poumons du haut, du bas vers le haut. Après, vous avez aussi des muscles qu'on appelle les muscles intercostaux internes qui attirent les côtes en bas et en dedans, en bas et en dedans. Donc, on va avoir quoi? Une compression qui va s'exercer sur les poumons, donc, et un peu plus, et ça va diminuer le diamètre latéral et transversal du thorax, et donc des poumons aussi. Donc, ça comprime un peu plus les poumons. Donc, ça, c'est là l'expiration forcée. Alors voilà, ici l'inspiration, regardez bien. Donc, contraction du diaphragme donc, vers le bas, donc ça augmente le volume vers le bas, et contraction de muscles intercostaux, donc vers les donc latéral, vers l'extérieur latéral et antéro-postérieur aussi. Alors pour l'expiration, c'est le contraire, donc vous avez le sangle, là c'est l'inspiration au repos, hein, attention ici. Donc ici, c'est le relâchement du diaphragme parce qu'il n'est plus contracté, donc vers le bas. Il est relâché, hein, donc il n'y a pas de, c'est passif. C'est l'expiration, euh, donc l'expiration au repos. Et aussi le relâchement des muscles inspiratoires. Alors, ici, on va parler un petit peu de cette pression pleurale qui est négative et qui est très importante. En fait, il faut savoir une chose, que la pression, en fait, ça ressemble à beaucoup, cette pression négative, c'est grâce à elle que les poumons sont collés à la cage thoracique. Pourquoi? Parce qu'on a dit, euh, en fait, les poumons, ils sont de nature élastique et vous avez au niveau des alvéoles, vous avez la tension superficielle qui a tendance à tirer. Donc, même s'il y a le surfactant, mais si on calcule, le surfactant, il diminue cette tension, cette, euh, cette pression. Euh, mais si on calcule le nombre d'alvéoles, donc elle est importante, elle est énorme. Donc, le fait que cette pression, regardez bien, ça c'est un poumon, ici poumon, donc vous avez ici le poumon, regardez, il est collé donc à la cavité pleurale. Ici, tout ça, c'est la cavité pleurale. On l'a dessiné comme ça, d'accord? Cavité pleurale. À l'intérieur, il y a, c'est négatif. Euh, alors, ça ressemble beaucoup à, donc, comment dire, comment expliquer ça? Quand vous allez prendre deux plaques de verre, par exemple, deux plaques de verre, et vous allez, bon, les mouiller par exemple, et vous allez les mettre une sur l'autre. En fait, elles vont être collées. Pourquoi? Parce que la pression qui se trouve à l'intérieur, elle est négative, donc elle est inférieure. C'est pourquoi elles sont collées. C'est la même chose ici. Alors, pour détacher ces deux plaques de verre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de souffler. Souffler entre elles, elles vont se détacher. Souffler, donc donner de l'air et augmenter donc la pression qui règne à l'intérieur, et donc ça, elles vont se détacher. En fait, c'est la même chose. Une pression négative, vous pouvez faire une expérience, par exemple, si vous prenez un couvercle en papier ou enfin en plastique ou quelque chose qui est mou,
et vous allez couvrir un verre et vous allez aspirer l'air dans ce verre. Donc le couvercle va se mettre, va entrer, c'est-à-dire il va entrer dans le verre. Donc c'est la même chose. Donc euh, c'est cette pression. Donc alors il faut savoir une chose, le, le poumon, il a toujours tendance à s'affaisser sur lui-même. Pourquoi? Grâce un petit peu à sa nature, à son parenchyme élastique, mais aussi à la tension superficielle qui règne dans ses alvéoles. C'est vrai, on va voir le surfactant, il diminue cette tension, mais elle existe cette tension quand on va compter le nombre, ce nombre important d'alvéoles, des millions d'alvéoles. Alors, donc, si, regardez bien, on a par exemple ici, alors voilà, cette pression, alors regardez bien, ça c'est un poumon normal. Il est étiré grâce à la pression pleurale. Si la pression pleurale va disparaître, c'est-à-dire elle va devenir, elle ne va plus être négative, par exemple une entrée d'air, qu'est-ce qui va se passer? Donc le poumon va s'affaisser sur lui-même. Voilà. Vous avez ici par exemple, voilà. Vous avez un schéma ici, regardez bien. Alors ces flèches noires, ça, c'est le poumon qui toujours a tendance à s'étirer vers l'intérieur. Donc, voilà. Et cette pression, regardez bien, qui tire les poumons vers l'extérieur grâce à la pression pleurale négative. Alors, maintenant, s'il y a une blessure, par exemple, une blessure qui vient de l'extérieur, et ça va percer la cavité pleurale, l'air va entrer dans la cavité pleurale et supprime cette pression négative. Donc, elle va devenir positive. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Hop, regardez le poumon. Il s'est affaissé sur lui-même. Et quand il s'affaisse sur lui-même, bien sûr, tout l'air qui se trouvait dans le poumon, dans ce poumon, va partir vers l'autre poumon et donc perturber même les échanges gazeux dans l'autre poumon. Donc c'est très très dangereux. Donc quand il y a une pneumothorax, donc ce qu'on appelle un pneumothorax, donc la cavité pleurale est percée, donc c'est une urgence médicale. Il faut agir rapidement pour rétablir donc ce problème. Généralement, donc ils aspirent. Regardez bien, ça c'est un poumon affaissé. Aspirer de l'air, on aspire de l'air qui se trouve au niveau de la cavité pleurale, regardez, comme ça, il va se rétablir, il va s'étirer. Ce poumon va. Pourquoi? Parce que la plèvre, regardez, la cavité pleurale, vous avez ici la membrane viscérale de la plèvre viscérale. Donc, voilà, donc elle va s'étirer. Alors, vous avez ici, on a cité un pneumothorax. Voilà, c'est quand vous pouvez avoir un pneumothorax interne ou externe, ça dépend de la blessure. Hein. Si ça vient de l'extérieur, hein, externe, c'est de l'intérieur parce que vous pouvez avoir par exemple une tumeur ou une ulcération ou une inflammation qui va percer la cavité pleurale de l'intérieur des poumons. Voilà, donc des deux côtés, donc c'est un pneumothorax fermé, voilà, fermé ou ouvert. Donc ouvert, la blessure vient de l'extérieur. Alors la présence d'un liquide, maintenant, si c'est un liquide qui entre dans la cavité pleurale, par exemple, il va y avoir une hémorragie ou quelque chose, par exemple le sang qui entre, donc on l'appelle hydrothorax ou hémothorax. Hémothorax, donc c'est plus précis pour le sang. Voilà. Maintenant, on va voir un petit peu concernant les volumes de la capacité et les capacités pulmonaires. Les volumes, donc la quantité d'air que vous pouvez faire entrer dans les poumons différents. D'accord? Alors, vous avez, lors de l'inspiration, l'expiration au repos, vous avez une quantité d'air qui rentre et une quantité d'air qui sort. C'est la même. Ce qu'on appelle le volume courant, à peu près 0,5 litres d'air.
0,5 litres. Attention, ça c'est la moyenne. Généralement, c'est une valeur pour une personne, un jeune homme de 1,80 m, de 20 ans. Ces chiffres à peu près. Mais il faut savoir que ça change un petit peu d'une personne à une autre. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Alors, donc, vous avez, quand on inspire, normalement, vous avez 0,5 litres. Mais quand on fait une inspiration forcée, donc on va rajouter 3 litres d'air. C'est ce qu'on appelle le volume de réserve inspiratoire. Voilà. Alors, quand on expire, normalement, c'est 0,5 litres. Mais on peut expirer aussi, on se force. Donc, on peut expirer en plus de 0,5 litres, 1,7 litres du volume d'air, ce qu'on appelle le volume de réserve expiratoire. Voilà. Maintenant, quand on exerce une expiration forcée, c'est-à-dire on va faire sortir le volume courant et le volume de réserve expiratoire, qu'est-ce qui reste dans les poumons? Il reste un volume, il ne se vide pas, qu'on appelle le volume résiduel. Le volume résiduel VR qui est égal à 1,3. Donc ça sont les volumes, donc il faut les connaître. Volume courant, volume de réserve inspiratoire, volume de réserve expiratoire et le volume résiduel. Ça, c'est les volumes. Maintenant, on passe aux capacités. Alors, c'est très facile. Alors, les capacités. Alors, vous avez la capacité vitale. La capacité vitale, donc, par définition, donc, autrement que celle qui est donnée dans le cours, on peut dire la capacité vitale, c'est le maximum d'air que vous pouvez mobiliser, que vous pouvez déplacer. Alors, comment on va avoir? C'est très facile. Le maximum d'air que je peux déplacer. Alors, on va faire comme ça. Une inspiration. Alors, inspiration normale, puis forcée. Je vais faire une inspiration forcée. Et juste après, une expiration forcée. Donc, quels sont ces volumes dans cette capacité? Alors, le volume courant, attention, on va le calculer une fois. Donc, une inspiration forcée, c'est le volume courant avec le volume de réserve inspiratoire. Juste après, le volume expiré. En une seule respiration. Respiration, expiration. Alors, je vais donc expirer le volume courant, donc je le compte une seule fois, et le volume de réserve expiratoire. Donc, c'est le maximum d'air qu'on peut déplacer, mobiliser. Donc, la capacité vitale est égale à la volume courant plus le volume de réserve inspiratoire plus le volume de réserve expiratoire, environ 5,3 litres pour un homme de 20 ans mesurant 1,80 m. Maintenant, vous avez également une autre capacité qui est la capacité pulmonaire totale. Par définition, c'est c'est-à-dire autre que celle qui est présentée dans le cours, la capacité pulmonaire totale, c'est le maximum d'air qu'un poumon peut contenir. Quand est-ce que nos poumons ont le maximum d'air? En fait, c'est après une inspiration forcée. Alors, quand on fait une inspiration forcée, quels sont les volumes qui sont présents dans les poumons? Alors, on va calculer. Vous avez tout d'abord le volume courant, le volume de réserve inspiratoire, le volume des réserves expiratoires et le volume résiduel. Voilà. Donc, la capacité totale, donc vous avez le volume courant plus la capacité vitale, pardon, donc tous ces volumes, regardez, plus le volume résiduel. Vous avez une autre capacité qu'on appelle résiduel fonctionnel. Alors, c'est une capacité, donc c'est une capacité, la quantité d'air après une expiration normale. Alors, après une expiration normale, qu'est-ce qui reste dans les poumons? Il reste le volume de réserve expiratoire et le volume résiduel. Voilà. Après, vous avez
D'autres capacités inspiratoires, c'est le volume inspiratoire plus le volume de réserve inspiratoire. Les capacités expiratoires aussi. Donc tout ça est utilisé en physiologie respiratoire et également donc, aussi dans les spécialités de pneumologie, etc. Vous avez également dans l'exploration de la fonction respiratoire aussi. Alors, donc ici, vous avez un appareil qui mesure. Bien sûr, maintenant, vous avez d'autres appareils qu'on utilise, mais l'appareil classique pour mesurer les volumes, ce qu'on appelle donc le spiromètre. Alors, regardez bien le spiromètre. Donc, quand il y a un graphe, on l'appelle un spirographe. Voilà. Donc, ici, vous voyez bien, donc la personne, elle va respirer par ce tube. Il y a une cloche ici avec un stylet, une plume. Et là, vous avez donc un tracé. Alors, regardez bien, là, ici, quand il inspire, regardez, quand il y a une inspiration, donc cette cloche, regardez bien, puisque le volume, il diminue ici, le volume d'air, donc elle va descendre. Si elle descend, regardez bien, pardon, oui, elle inspire, oui. Attendez, il faut que je vois bien ici. Alors, lors de l'inspiration, donc cette cloche, elle va descendre, donc le stylet va remonter. Donc regardez bien, quand il remonte ici, c'est donc là l'inspiration normale. Quand ça descend, c'est l'expiration normale. Donc quand il expire, regardez, la cloche il va y avoir de l'air ici, donc elle va remonter. Et donc si elle remonte, la plume, elle va descendre. Donc ça, c'est une alors, inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Maintenant, quand une personne, elle va inspirer le maximum, automatiquement, donc, cette plume, elle va monter le maximum. Alors, regardez, elle va monter. Donc, c'est le volume de réserve inspiratoire. Alors, si c'est le contraire, quand ça expire le maximum, donc il va descendre. Donc, ici, c'est le volume de réserve, donc expiratoire. Et bien sûr, vous avez un volume qu'on ne peut pas mesurer avec le spiromètre, c'est le volume résiduel. Donc, il y en a d'autres techniques pour le mesurer, à l'hélium, etc. Et tout. Alors, voilà, à l'exception du volume résiduel et des capacités qui le contiennent, par exemple, la capacité totale, elle contient le volume résiduel. Toutes les grandeurs citées peuvent être mesurées à l'aide d'un spiromètre. Voilà. Maintenant, on passe au débit respiratoire. Alors, le débit, comme son nom l'indique, le débit, c'est la quantité d'air par unité de temps. Alors, c'est facile. Si on a pendant une inspiration un volume courant et on a pendant 1 minute, on respire à peu près, ça c'est à peu près, on aspire à peu près 12 fois. Donc, le débit respiratoire, c'est la quantité d'air déplacé en 1 minute. Donc, on va faire quoi? C'est donc le volume courant fois 12 fois en 1 minute. Donc ça, si on fait là, c'est 700 millilitres, donc 0,5 litres. Donc la ventilation par minute, d'accord. Donc on va obtenir 6 litres par minute. Donc il y a, alors le débit respiratoire, environ 6 litres par minute. En 1 minute, il y a 6 litres d'air qui est déplacé. Alors maintenant, vous savez que vous avez fait ça en anatomie, en histologie, vous avez un arbre bronchique. Alors quand on respire, l'air, l'oxygène, donc l'air qui rentre, il va traverser donc tout, donc la trachée, les bronches, les bronchioles, tout. Et bien sûr, donc l'air qui arrive au niveau des alvéoles, c'est pas totalement la quantité qui est entrée par le nez. D'accord? Il reste, donc il y a donc, ici, regardez, environ 70% du volume courant
atteint effectivement la zone respiratoire, c'est-à-dire, par exemple, les alvéoles. Mais 30%, ça reste donc dans les voies aériennes. Donc dans le nez, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches, les bronchioles terminales, etc. Donc c'est ce qu'on appelle cette quantité d'air qui reste à ce niveau, on l'appelle espace mort anatomique. Donc V, D, D, par rapport mort. Donc, en général, voilà. Donc ça, regardez bien, 2 millilitres par kilo, donc vous voyez bien que ça dépend aussi du poids également. Donc si on vous donne à peu près 30%, donc 150 millilitres, c'est à peu près. Voilà. Donc, la ventilation alvéolaire, ça c'est la ventilation en général. La ventilation VM, c'est la ventilation par minute, ventilation minute en général, donc à l'extérieur. Mais la ventilation alvéolaire, on va faire la même chose, c'est-à-dire la quantité d'air qui arrive en une seule inspiration au niveau des poumons, des alvéoles, fois la fréquence respiratoire. Or, la quantité d'air, il faut lui soustraire le volume mort anatomique. Donc, la ventilation alvéolaire est égale au volume courant moins le volume l'espace mort anatomique fois la fréquence respiratoire. Donc, vous avez, on va trouver 4,2 litres par minute au niveau des alvéoles. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que en une seule inspiration, attendez, je vais utiliser un petit peu ça. Je vais voir. Alors, par exemple, je vais utiliser, par exemple, si je dessine un alvéole, puis on va comme ça. Alvéole, ça représente les poumons. Alors, et je dessine, on va dessiner un petit peu, l'air qui rentre. Alors, vous avez, attendez, alors je vais utiliser les formes, comme ça c'est plus facile. Alors, 1, 2, là c'est l'air. Voilà. Et lors de l'inspiration, vous avez donc alors l'air qui va pousser donc 2 ici, donc à peu près 70%, et il va rester uniquement donc un seul. C'est ce qu'on appelle l'espace mort. Donc on va avoir les deux lors de l'inspiration, les deux qui vont arriver au niveau ici. Voilà. Et donc on peut enlever ça. Et 30% va rester dans les voies aériennes. Regardez bien. Maintenant, pendant l'expiration, regardez, maintenant l'expiration, ces deux volumes vont partir dans les voies aériennes et entraîner avec eux cet air qui était dans les voies aériennes. Donc on peut dire entre le volume, l'espacement anatomique, c'est un espace qui n'a pas participé aux échanges gazeux, mais entre une inspiration et une expiration. Entre une inspiration et une expiration. Alors vous voyez, donc il y a un air qui est arrivé ici, il y a l'air qui est resté ici, une partie, les 70% ont passé. Après l'expiration, les 70% vont être expirés et ça, donc
l'air qui était dans les poumons, qui n'a pas participé, va être mélangé à eux et il va donc il va être expulsé. Voilà. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui. Après, maintenant, après une expiration. Donc, après une expiration, vous avez les 30%. Il y a un air qui est resté ici. Il reste l'air au niveau de... Parce que les bronches, ça ne reste pas vide. Alors, euh, donc ici, donc il reste dans les poumons entre l'expiration et l'inspiration. Donc, l'air qui reste entre l'expiration et l'inspiration a assez de temps pour se réchauffer et humidifier. Alors, pour se réchauffer et humidifier, donc la prochaine inspiration, il sera mélangé avec l'air sec qui vient de l'intérieur, de l'extérieur. Et cet air, quand il arrive au niveau des poumons, des alvéoles, donc il empêche l'assèchement, le dessèchement, pardon, des alvéoles, parce que vous savez que sont des cellules, et les cellules, donc, elles risquent d'être asséchées par l'air sec. Alors j'espère que c'est clair. Donc ça, c'est un phénomène physiologique, donc il n'est pas dans le cours. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc je vais le refaire. Attendez. Alors, je vais faire disparaître ça. Attendez. Ça. Voilà. Alors, je vais refaire ça. C'est important pour comprendre. Alors, pendant l'inspiration. Alors, pendant l'inspiration, donc le schéma, il est mal fait. Attendez. Je vais essayer d'agrandir ça. Alors, phénomène physiologique. Alors, ici, on va voir. Alors, ça, ce sont les voies. Bon, c'est pas grave. C'est en vert. Voilà. Voilà, c'est pas méchant. Alors, pendant l'inspiration, regardez bien, je vais le présenter en rouge, ça. Voilà. Il y a déjà un volume mort anatomique qui se trouvait dans les voies aériennes. Voilà, en rouge, qui se trouvait déjà, l'inspiration. Donc, cet air, regardez, va propulser l'air mort anatomique vers, regardez bien, vers l'intérieur. Alors, cet air qui est en rouge, il est réchauffé, humidifié, déjà. Donc, ça va le propulser vers, regardez, vers l'intérieur. Voilà. Avec les deux autres. Donc, c'est en vert. C'est-à-dire l'air en vert qui est sec, qui vient de l'extérieur. Voilà. Voilà. Et donc, voilà, ça, je vais l'enlever. Ça, c'est l'inspiration. Voilà, je vais enlever tout ça. Et bien sûr, j'enlève aussi, donc, deux ici, et deux. Voilà. Je vais les enlever ici, comme ça.
Alors là, l'inspiration. Donc regardez bien, l'air qui était ici, avant l'inspiration, s'est réchauffé, humidifié. Et donc, quand il y a l'inspiration, il est mélangé, regardez, proportion mélangée avec l'air qui vient, le vert ici, c'est l'air qui est la proportion d'air qui vient, les sèches et donc est froide. Donc, cet air qui était s'est réchauffé, humidifié, donc protège, il va un petit peu tamponner, il va protéger un petit peu ces alvéoles qui sont formées de cellules d'assèchement et euh, voilà, ce sont des cellules. Donc après l'expiration, regardez bien l'expiration, donc là c'est l'air, donc cet air qui était ici, il va être propulsé vers l'extérieur. Donc finalement, entre l'inspiration et l'expiration, cette quantité, cet air, n'a pas participé aux échanges. Alors quand on vous dit l'espacement anatomique, c'est celui qui n'a pas participé aux échanges. Oui, mais à une seule condition, c'est l'air qui se trouve entre l'inspiration et l'expiration. Ce n'est pas le contraire. Parce que comme vous savez le contraire, entre l'expiration et l'expiration, voyez le rouge, il est entré. D'accord. Voilà, c'est ce que je voulais, c'est-à-dire un petit peu préciser concernant cette notion de espacement anatomique entre il n'a pas participé aux échanges, c'est l'espace qui se trouve dans les voies aériennes et qui ne participe pas. C'est cette phrase qui ça ne va pas. Il faut faut préciser entre l'inspiration et l'expiration. Voilà. Donc on continue pour euh, alors euh, oui, donc vous avez l'espace, bon, l'espace, vous avez l'espacement anatomique et vous avez une autre notion d'un espacement alvéolaire. En fait, il faut savoir une chose, que les millions d'alvéoles qui se trouvent, il y a beaucoup d'alvéoles qui ne sont pas perfusées, c'est-à-dire, alors, bon, il y a des alvéoles qu'on appelle donc différentes alvéoles, bien sûr. Donc, vous avez des alvéoles. Alors, les alvéoles qui sont normaux, c'est-à-dire ils sont liés à, à l'aération, ils sont liés aux bronchioles, etc. Donc vous avez ça donc vous avez un alvéole qui est lié à l'aération, il n'y a pas de souci. Mais vous avez aussi des alvéoles, regardez bien, qui ne sont pas liés, c'est-à-dire il y a eu des anomalies, ils ne sont pas liés à l'aération, donc l'air qui se trouve ici n'est pas renouvelé, et dans ce cas-là, bon, même s'ils sont perfusés, donc ils n'ont aucun effet. Ils n'ont pas il n'y a pas d'échange s'ils sont vascularisés. Mais vous avez également beaucoup d'alvéoles qui sont donc aérés, c'est-à-dire l'air est renouvelé, mais ils ne sont pas vascularisés. Donc ici, par exemple, s'ils ne sont pas vascularisés, donc on va l'appeler, c'est un espace mort alvéolaire. Donc il est plus petit, donc cette quantité elle est plus petite que l'espace mort anatomique, bien sûr. Alors vous avez donc ici, regardez, l'espace des alvéoles, mais non perfusés, c'est 10 millilitres à peu près. 10 millilitres, alors que l'espace mort anatomique, alors regardez, c'est 150 millilitres. Voilà. Donc, la somme des deux, l'espace mort anatomique plus l'espace mort alvéolaire, on l'appelle l'espace mort physiologique ou l'espace mort total. Voilà. Très bien. Maintenant, on va arriver au dernier de ce cours, au dernier élément de secours, c'est la tension superficielle des alvéoles. Alors, il faut savoir une chose. Alors, on a dit tout à l'heure, les poumons ont tendance toujours à se rétracter, à s'affaisser sur eux-mêmes. Heureusement, il y a cette plèvre, cette pression pleurale qui étire ces poumons. En fait, pourquoi? Parce que en physique, donc quand vous avez une surface, donc maintenant, alors quand vous avez donc alors une bulle, donc une membrane liquide
qui est entourée, alors soit donc une membrane, bien sûr, cette membrane, elle contient des molécules de liquide, d'eau, et à l'intérieur, c'est l'air. À l'intérieur, c'est l'air. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a il y a la réaction des molécules, elles se rétractent entre elles et ont tendance toujours à se rétracter vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Voilà, ce qu'on appelle la tension superficielle. Par exemple, alors en se rétractant vers l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une augmentation de la pression d'air à l'intérieur. Augmentation de la pression d'air. Alors, le meilleur exemple qu'on donne sont les bulles de savon. Alors, les bulles de savon, quand on les lance comme ça, alors, la membrane, donc il y a cette membrane, c'est des molécules d'eau. La rétraction vers l'intérieur, elles font augmenter la pression vers l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Quand la pression intérieure devient supérieure à la pression extérieure, elle éclate. La bulle de savon éclate. Donc, c'est la même chose. Donc, ce qui se passe au niveau des alvéoles pulmonaires, bien sûr, constituées de membranes et cellules, c'est des cellules membranes donc, qui sont riches en eau. Donc, il y a des molécules d'eau un peu partout. Et là, vous avez pour la tension superficielle, donc l'élasticité passive du poumon et du thorax dépend entre autres, c'est-à-dire elle dépend de l'élasticité du parenchyme pulmonaire, mais aussi de la tension superficielle. Alors, cette tension superficielle apparaît au niveau de l'interface gaz-liquide. Donc, quand il y a le liquide et le gaz entre les deux. Donc, par exemple, la membrane du savon, la bulle de savon, donc c'est un liquide. L'intérieur, c'est du gaz, l'extérieur, c'est du gaz. Donc, pour les alvéoles, la même chose, l'intérieur du gaz, bien que l'extérieur n'est pas du gaz, mais ça ne change rien. C'est-à-dire que sur les 100 mètres carrés environ, où s'effectuent les échanges gazeux alvéoleux, il y a une tension superficielle. Alors, lorsqu'une bulle de gaz de rayon R est entourée d'un liquide, la tension superficielle, donc gamma, donc elle est donnée par cette formule. Donc, regardez, appelle à l'intérieur de la bulle une surpression par rapport à l'extérieur. Donc, la différence de pression. Alors, regardez, la différence de pression est égale à 2 fois la tension superficielle, gamma, sur R, donc R c'est le rayon. Donc, vous imaginez que ça veut dire quoi? Ça veut dire plus le rayon, plus la bulle ou l'alvéole est petite, plus la pression à l'intérieur devient plus grande. Ça veut dire la tension superficielle, elle s'exerce beaucoup plus donc, dans des petits alvéoles que les grands. Donc, c'est cette loi qu'on appelle la loi de Laplace. Alors, donc gamma, donc la tension superficielle, étant normalement constante pour un liquide donné, donc par exemple pour le plasma. Donc, ici, la différence de pression est d'autant plus grande que R est plus petit. Alors, par exemple, si on a, regardez, deux alvéoles qui sont liées, parce que vous savez que les alvéoles, des sacs alvéolaires, il y a des milliers d'alvéoles à l'intérieur, ils sont tous reliés entre eux, et il y a des petits, des moyennes, des grands alvéoles, et que cette tension superficielle, elle exerce, donc regardez bien, entre eux. Donc on a une tension superficielle, par exemple, dans un grand, petit, et dans les petits, donc elle est plus manifeste, elle est plus importante. Donc la pression ici dans les petits, elle augmente par rapport aux grands. Donc comme on connaît, on sait que l'air passe d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Donc les petits alvéoles risquent de disparaître au profit des grands. Donc ici, il va y avoir une disparition, puisqu'il y a une pression ici. Donc elle augmente la pression, donc l'air va passer. Et ainsi de suite, jusqu'à la disparition des petits alvéoles. Après les petits alvéoles, vers les moyens alvéoles. Après les moyens alvéoles aussi, ils risquent de disparaître par rapport aux grands alvéoles, et ainsi de suite. Mais
À l'état physiologique, c'est pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il y a toujours cette pression. Donc, il y a toujours cette pression, mais en fait, la tension superficielle, elle est un petit peu neutralisée, un petit peu neutralisée par un film qu'on appelle le surfactant, surface active agent, et qui se trouve à la surface des alvéoles. Alors, ce film, ce surfactant, il abaisse cette tension superficielle. Regardez, il abaisse, et donc la différence de pression va être moins importante. La pression ne va pas augmenter beaucoup, mais davantage, donc ici, donc le surfactant, son rôle, il est plus manifeste, important dans les petits alvéoles que les grands. Donc le surfactant, donc, en empêchant l'augmentation des pressions dans les petits alvéoles, ces derniers ne disparaissent pas. L'air qui se trouve à l'intérieur ne va pas aller dans les autres alvéoles. Donc, le surfactant est un complexe de protéines et de phospholipides dans lesquels le composant majeur est le dipalméthyl-lécithine. Il est produit par les pneumocytes spécialisés qu'on appelle les pneumocytes de type 2 au niveau des alvéoles. Donc, vous avez les pneumocytes de type 1, ceux qui forment donc, la membrane des alvéoles, et vous avez ce niveau, parce qu'il n'y a pas que ça, hein. On trouve les pneumocytes de type 2, on trouve également les macrophages, etc. Donc, des pneumocytes de type 2, voilà, qui libèrent ce surfactant par exocytose, parce que c'est une grosse molécule. Alors, donc, s'il fait défaut, par exemple, il y a des nouveau-nés qui peuvent avoir une insuffisance de ce donc, surfactant. Donc, si, bien sûr, si on n'agit pas, s'il ne va pas avoir un acte médical pour y remédier, pour injecter un surfactant, donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, comme on l'a dit, les alvéoles, ils vont être toujours tendance à se rétracter. Donc, le bébé il va avoir du mal à inspirer, à gonfler ses poumons. Parce que lui, il va contracter pour inspirer, mais le problème, c'est qu'il ne peut pas étirer ses poumons parce qu'il y a cette force qui s'oppose à l'étirement, qui est la tension superficielle, qui tire les alvéoles vers l'intérieur et donc le poumon vers l'intérieur aussi. Donc, généralement, l'enfant, bien sûr, il va mourir si on n'agit pas, le bébé nouveau-né. Il y a des troubles graves des échanges gazeux de syndrome des membranes hyalines. Alors, syndrome, on l'appelle aussi syndrome des membranes hyalines. Pourquoi? Parce que quand il va y avoir une augmentation, alors dans ce cas pathologique, une augmentation de la pression à ce niveau, tellement elle est augmentée, qu'est-ce qui va se passer? Le plasma qui se trouve dans les capillaires sanguins va migrer vers ces alvéoles. Parce qu'il y a une grande pression, donc ça va attirer donc le plasma à l'intérieur, des membranes hyalines. Hyaline, ça veut dire transparente. Voilà, donc on a terminé pour aujourd'hui.